Bonjour, bienvenue. Vous demandez ce que je suis en train de faire ici avec un avion en papier. Eh bien, on vous propose une immersion dans une des institutions scientifiques les plus innovantes, les plus connues au monde. Ici se côtoient chercheurs, collaborateurs, professeurs, étudiants de plus de 120 nationalités différentes. Nous sommes à l'EPFL et nous allons nous intéresser à la recherche en robotique. Bienvenue dans Libre Accès. Fondée en 1853 sous le nom d'École spéciale de Lausanne, l'EPFL est classée parmi les meilleures écoles technologiques mondiales. Près de 11 500 étudiants y sont formés dans 5 facultés, allant des domaines de l'ingénierie aux sciences de la vie, en passant par l'informatique et la robotique, qui compte, elle, près de 300 étudiants en master. Ils développent leur projet dans un bâtiment de 4 étages et 8000 m², signé par l'architecte français Dominique Perrault, datant de 2016. Un édifice aux façades métalliques, à l'intérieur duquel chats, lamproies téléguidés, drones rapaces, exosquelettes et autres robots se croisent dans un atrium futuriste. La robotique, une section très prisée qui prédit un avenir technologique de plus en plus bio-inspiré et capable d'interagir avec l'humain. Là, on est dans un bassin, dans les sous-sols du bâtiment de la robotique. On est dans les laboratoires de la biorobotique dont vous êtes responsable. Exactement. Et vous vous inspirez du monde animal pour faire vos robots, entre autres, j'imagine. Voilà. Et qui avons-nous dans cette piscine ? Oui, donc là, ce que vous voyez, c'est le robot Amphibot. C'est un robot anguilliforme qui est inspiré de la lamproie. Et c'est un robot qu'on a conçu pour explorer la neuroscience. On l'a fait en collaboration avec des neuroscientifiques. Et notre but, c'est d'utiliser le robot comme un outil scientifique pour comprendre comment la moelle épinière chez les animaux vertébrés fonctionne. Et la lamproie, c'est un animal vraiment intéressant pour ça, parce que c'est l'animal dont on connaît le mieux la moelle épinière. Mais c'est quoi la lamproie ? C'est une sorte de serpent ? Oui, la lamproie, c'est un très vieil animal, c'est une sorte d'anguille, une vieille anguille en fait. Ça ressemble beaucoup à une anguille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une nage assez simple et on connaît bien ses réseaux de neurones. Et là, ce qu'on a fait, c'est faire le robot pour tester comment ces réseaux de neurones fonctionnent chez le vrai animal et comment des retours sensoriels aussi affectent la locomotion. Et une fois que vous savez ça, qu'est-ce que vous en faites ? C'est surtout de la recherche fondamentale, de comprendre ce que c'est que le mouvement, comment la moelle épinière génère des mouvements. Ce qui est important, parce que chez l'humain, par exemple, la moelle épinière est très importante aussi. Donc il y a un aspect de recherche fondamentale, de comprendre la neuroscience. Il y a aussi un aspect plus appliqué. On aimerait à long terme utiliser ces robots pour aider les secouristes, par exemple. Imaginez un bâtiment qui s'est à moitié écroulé, faire un robot qui puisse se faufiler dans le bâtiment avec des caméras à bord, histoire de ne pas risquer la vie du secouriste ou du chien de secours. On pourrait utiliser ce type de robot amphibie pour faire des tâches d'inspection. Et c'est Alessandro qui pilote le robot qui de temps en temps doit se faire sécher, c'est ça ? Oui, là, on a de temps en temps des petits soucis. Donc, Alessandro Crespi, c'est le postdoc qui a conçu ce robot. Et en effet, de temps en temps, l'eau est quand même un milieu compliqué pour les robots. De temps en temps, il y a des petites fuites, donc il faut le réparer. Mais c'est quand même un robot robuste. Ça fait des années qu'il nage et qu'il nage bien. Et en effet, c'est un beau travail de conception de la part d'Alessandro. Alessandro, je peux le tester Oui. J'ai le droit de prendre votre... Je viens vers vous. Hop, on y va. Ouh! Voilà, il est à l'envers, mais c'est pas grave. C'est bien. Ça, c'est déjà pas mal, oui. Allez, petit robot. Bon, je crois que c'est mieux que je vous rende votre télécommande. Merci beaucoup. Je vous propose de nous suivre. On va aller dans les étages cette fois pour retrouver Mohamed Bourri. C'est le groupe Réassist et son exosquelette. Ok, bon. Mohamed Bourri, donc vous êtes chef du groupe Réassist, c'est quoi exactement ? Alors Réassist est un groupe de recherche en robotique. On travaille sur la robotique de rééducation et l'assistance au geste. Et du coup, ce qu'on appelle par assistance au geste, c'est comment utiliser le robot en tant que générateur de mouvement, autant pour assister les membres à aller
faire des mouvements qu'ils ne peuvent pas faire sans ces robots-là, autant on assiste des chirurgiens à réaliser le geste chirurgical d'une manière un peu plus précise ou un peu plus adaptée au geste chirurgical. Et en ce moment, vous avez plusieurs projets donc, en place, notamment ce robot chirurgical, c'est ça? Alors, on a un projet super intéressant, typiquement pour aller extraire des caillots de sang en fait, qui sont dans une artère. Et du coup, l'idée, c'est de déplacer un cathéter jusqu'à pénétrer le caillot de sang et l'extraire. On a des projets qui sont de l'ordre de l'interface et donc pour piloter des robots de chirurgie, comme on a des projets dans la rééducation de personnes atteintes de paraplégie avec de l'électrostimulation musculaire et des projets d'exosquelette. Alors l'exosquelette, on en a entendu un peu parler, mais peut-être en 2 mots. Alors on préfère déjà utiliser le terme dispositif. En fait, c'est un dispositif portable que la personne porte à l'extérieur de son corps, d'où le terme exo. Donc on est sur l'extérieur du corps, on est sur un squelette rigide qui a l'objectif en fait d'assister le mouvement des jambes d'une personne atteinte de paraplégie par exemple, dans le but de l'aider à marcher. Du coup, on est sur un dispositif qui aide une personne atteinte de paraplégie par exemple à marcher, un processus qu'elle n'aurait pas pu finalement réaliser s'il n'y avait pas l'exosquelette. Bonjour Silke. Bonjour. Vous êtes une des rares pilotes de ce Twice. Oui, en effet. Et vous l'utilisez depuis 2016. Oui, c'est ça. Alors peut-être vous pouvez déjà me montrer un peu comment je vais vous montrer, oui. Comment vous débrouillez, puis après on détaille un peu votre ressenti. Voilà. Et bien là, je marche sur mes jambes. Il faut savoir que mes jambes sont complètement paralysées, donc je suis paralysée depuis le bassin jusqu'au bout des pieds. Ouais. Donc j'ai aucune sensibilité dans les jambes et je n'ai aucun contrôle de mes muscles, aucun contrôle volontaire de mes muscles dans la partie basse du corps. Et là, c'est moi qui dirige chaque mouvement. Avec vos mains? Avec mes mains. J'ai des boutons sur la béquille et c'est en appuyant sur les boutons que je peux déclencher les mouvements et aussi choisir dans quel mode je vais, dans quel mouvement j'ai envie de faire avec l'exosquelette. Est-ce que vous vous souvenez forcément la première fois que vous l'avez utilisé? Oui. Ce que vous avez ressenti? Oui, c'est sûr, c'était extraordinaire. Disons, il y avait les deux. C'était, d'une certaine manière, j'avais l'impression de vivre quelque chose d'irréel, comme un miracle, parce que... C'était 10 ans plus ou moins après votre accident, oui, c'est juste? Oui, 9 ans après l'accident. Que vous avez eu lors d'un entraînement, parce que vous faites du cirque, vous êtes trapéziste. Oui, c'est ça, Okay. J'étais trapéziste, je suis tombée du trapèze. C'est ça qui m'a rendue paraplégique. Et pendant 9 ans, je n'avais plus été debout sur mes jambes. Et mes jambes, elles n'avaient plus jamais fait ce mouvement de la marche. Et tout à coup, quand j'ai vu mes jambes qui refaisaient ce mouvement de la marche, même si c'était un facteur extérieur avec des moteurs, j'avais l'impression d'être dans un rêve, dans quelque chose auquel je n'avais plus cru pendant toutes ces années. Avec l'exosquelette, bien sûr, ça me demande, je dirais, une gestion de l'équilibre qui est vraiment là, mais ça c'est aussi l'avantage d'un exosquelette comme celui-ci qui est très fin, très léger et qui laisse beaucoup de marge de manœuvre par rapport à son utilisateur, parce qu'il a des exosquelettes qui sont bien plus grands, bien plus lourds et tout ça, et qui font tout par eux-mêmes, mais dans ces exosquelettes, vous êtes un peu comme un légume, quoi. Vous faites rien, vous laissez tout faire. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère cet exosquelette-là qui demande plus d'efforts de la part de l'utilisateur, mais en même temps qui vous laisse aussi plus de liberté et de marge de manœuvre personnelle.
Alors Silke, moi je vais vous laisser continuer en extérieur. Et puis merci infiniment pour toutes ces informations. Bonne journée. Merci. D'accord, merci. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Josie Hughes, that's the name. You are the chief here. Absolutely. Can you yes. explain me a little bit what you are doing here? Yes. Nous sommes un nouveau laboratoire ici à l'EPFL et nous essayons de designer de meilleurs robots. Les robots sont des systèmes très complexes. Ils ont des capteurs, des mécanismes. Et nous regardons comment nous pouvons concevoir de meilleurs robots, des robots qui peuvent aller dans la nature, nous aider dans les vignes qui se trouvent à proximité pour faire des tâches essentielles. Nous étudions aussi comment nous pouvons utiliser les robots pour résoudre des problèmes. Nous espérons trouver comment nous pouvons utiliser les robots pour faire de nouvelles recettes ou pour mieux designer des systèmes. Nous avons un groupe de 7 doctorants et des étudiants en master et nous travaillons sur comment développer de meilleurs robots. Je vous laisse avec Vincenzo qui va vous expliquer un peu plus ce que nous faisons ici en français. All right. Vincenzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant ici, vous Oui, allez me servir de exactement. guide un peu. Ouais. Alors, ce premier robot, Oui. Du coup, ça, c'est un modèle sensorisé d'une Raspberry. En fait, ici, on peut regarder que c'est un jumeau d'un vrai Raspberry. Et il y a des senseurs qui sont capables de sentir en fait la force et la pression sur les jumeaux. Et ça peut aider les robots de récolte pour comprendre comme c'est meilleur de en fait, faire la récolte de au bon moment, avec ouais. le fruit qui est... Exactement, exactement. J'ai compris. Et après, ici, on a notre partie du labo. On a un robot chef. En fait, on fait de la cuisine à un moyen automatique. En fait, il utilise de l'eau et des autres produits. Il mixe les produits ensemble pour obtenir des recipes de la cuisine. Et il peut utiliser aussi de l'intelligence artificielle pour améliorer qu'est-ce que c'est la recette finale. En fait, maintenant, on est en train de regarder, il est en train de mixer différents produits. Oui. En fait, c'est de l'eau et des lait en poivre. Après, le but, c'est de prendre ça et de continuer à faire ça avec plusieurs instruments et du coup de faire des recettes qui sont plus difficiles en fait, avec plus Donc plus aller un peu d'instruments. plus loin dans la Ouais. recherche pour faire des recettes plus compliquées. Exactement, Plus complexes. C'est un exactement. robot ménager complexe. Oui, exactement. C'est un robot chef. C'est un robot chef. Et là, Vincenzo, cette charrette. Non, c'est pas une charrette. Oui, ça, on peut regarder un robot qui s'est connecté par un câble. En fait, le but, c'est d'aider sur les pentes et de substituer les machines qui ne peuvent pas aller dans les pentes qui sont vraiment raides. Hyper raides. Oui, exactement. Et ici, c'est pour, par exemple, il y a les 30% des raisins et une Suisse qui s'est cultivée sur des pentes. Et c'est beaucoup plus cher parce qu'il y a l'être humain qui doit aller là-bas et prendre tous les fruits. Et avec ça, on peut en fait substituer les machines traditionnelles qui ne peuvent pas aller sur les pentes avec une machine qui s'est connectée par un câble. Et C'est un treuil qui peut aller, par exemple, dans les vignes de Lavaux, là, Exactement. très pentu pour récolter Exactement, exactement. C'est ça le but du projet. Et oui. les raisins. OK. Et où sommes-nous là? Et ici, on est chez moi. Ça, c'est mon projet en fait. On utilise un robot pour aider les chercheurs avec les expériments de la biologie. Et on peut faire des expériments, par exemple, on peut penser d'utiliser ça avec des expériments qui sont beaucoup répétitifs ou dangereux. Ou les robots, ils peuvent aussi aider les chercheurs dans la nuit, par exemple. Quand les chercheurs ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas justement travailler 24 heures. Et comme ça, Il va remplacer l'homme dans des manipulations dangereuses et Oui. répétitives. Oui, exactement. Démonstration. Voilà.
pour regarder que maintenant, en fait, il est en train de prendre un plate, c'est un standard plate qui est souvent utilisé en robotique, en biologie, et il peut le mettre dans les différents instruments. Ah. Et ça prend beaucoup de précision en fait pour faire ça. Du coup, il faut avoir aussi des mouvements qui sont un peu spécifiques. Du coup, par exemple, bouger la plate dedans pour être vraiment dans la place que c'est parfait et pas avoir la plate d'un autre côté. Voilà. Oh Vincenzo, merci beaucoup. Moi, je vais aller voir des robots, mais qui volent cette fois. Ah, parfait. Merci beaucoup à vous Merci. pour être venu ici. Enrico, alors ça, c'est un drôle de drone. Et quel était le but de développer un tel drone pour vous? Je pense qu'avant de parler du pourquoi, il faut parler de son but, de ce qu'il fait. On pense que dans le futur, ces drones nous seront utiles dans l'environnement dans lequel nous vivrons, un environnement très urbanisé. Ces drones devront voler sur de longues distances tout en étant agiles pour éviter des obstacles comme des feux de signalisation, des arbres. Si on regarde les drones à ailes actuels, ceux qui n'ont pas de rotor, ils sont très efficaces pour voler sur de longues distances, mais ils ont de la peine à faire des virages serrés et à être agiles. Ils prennent beaucoup d'espace pour faire cela et ont aussi besoin de grands espaces pour décoller et atterrir. C'est pour ces raisons que dans notre laboratoire, on essaye de s'inspirer de la nature pour améliorer nos drones. Par exemple, les oiseaux sont capables de voler sur de longues distances, ils migrent et volent sur des centaines de kilomètres et, en même temps, c'est très facile pour eux aussi de voler dans des villes, des forêts, etc. Tout cela nous a inspirés pour construire un drone avec les mêmes caractéristiques qu'un oiseau. Et alors, vous êtes inspiré d'un oiseau particulier qui s'appelle l'autour des palombes, une sorte d'épervier. Pourquoi cet oiseau-là et pas un autre rapace? L'autour des palombes est un oiseau très particulier. Il chasse en forêt et doit être très agile pour ne pas foncer dans des arbres ou s'écraser par terre lorsqu'il chasse ses proies. Il est aussi très efficace pour chasser dans de grands espaces. Il peut se diriger très vite vers une proie, dans un champ par exemple. Alors il est agile, il peut aller un peu partout, mais quand est-ce qu'on utilise ce drone et pourquoi Avec un drone si agile et efficace, nous espérons pouvoir aider l'humanité dans le futur. Par exemple, lors d'un incendie, le drone pourrait aller récupérer des informations sur le feu, sur les éventuelles victimes, et ensuite les transmettre aux pompiers. Avec ce drone qui est capable de voler dans des villes, on a un outil pour améliorer nos vies. Merci beaucoup Enrico. Merci. Aujourd'hui sur le campus, on inaugure un nouveau bâtiment, des nouvelles infrastructures qui sont destinées aux étudiants de toutes les facultés. On y enseignera les travaux pratiques et on y développera surtout les prototypes. C'est le bâtiment des DLL. Alors j'ai un autre projet qui a pu venir finalement, Carbon
carbon removal. Celui-là, ils pourront être présents. Donc on a quand même une vingtaine Pascal, de stands. bonjour. Vous êtes le chef de projet ici, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Bonjour, bienvenue dans le DLLEL. C'est un nouveau bâtiment qu'on inaugure aujourd'hui. Et c'est un espace qui va venir soutenir l'apprentissage par projet des étudiants. Donc on va soutenir des étudiants qui ont des projets entrepreneuriaux, des startups. On va soutenir des cours. On va soutenir aussi des associations d'étudiants qui proposent différents projets. Et puis des projets MEC, qui sont des projets interdisciplinaires pour l'apprentissage par projet de nos étudiants. Et donc Julien s'occupe plus de ces projets-là et je vous propose peut-être de suivre avec lui. De papoter avec Julien, merci. Avec grand plaisir. Donc projet Make, ça s'appelle comme ça. Oui, alors MEC, c'est juste un label que les étudiants se sont appropriés, mais les projets MEC, c'est des projets interdisciplinaires qui réunissent des étudiants de différentes sections. Et les étudiants doivent travailler ensemble sur le développement d'un prototype physique. Donc ça va... Il y a des projets sur des fusées, des bateaux, des biocapteurs. Il y a aussi des étudiants de plus en plus qui s'intéressent aux problématiques en lien avec la crise climatique. Donc il y a des projets aussi qui s'orientent dans ce sens-là. Et voilà, aujourd'hui on a une vingtaine de projets, un peu plus de 1000 étudiants qui travaillaient un petit peu éparpillés partout sur le campus. Et grâce à ce bâtiment, maintenant, ils vont avoir des ressources un peu plus adaptées pour faire des projets concrets. Et là, en fait, je vois qu'il y a des chaises, mais après, est-ce qu'il y a des choses qui seront exposées Alors pour l'inauguration, tous les prototypes des projets existants vont être exposés. Et on a d'ailleurs le projet Explore juste là-haut qui sont en train de monter leur stand avec leur rover. C'est 2 étudiants, c'est ça? Les 2 étudiants Thomas et Quentin. Ouais. Ah voilà, 2 étudiants avec un fameux projet Make, bonjour. Bonjour. Un projet qui n'a pas pu bénéficier de ce lieu pour l'instant. Vous l'avez plutôt créé quoi, dans une cave, vous, du coup? Alors oui, on est dans le bâtiment MECA de l'EPFL et on va faire partie de l'un de ces projets qui va bouger ici après. Vous êtes content? C'est incroyable. C'est un plus. Oui, oui. c'est exceptionnel. Alors racontez-moi un petit peu ce que c'est que cette chose. Alors c'est un robot de type spatial, un rover comme on appelle. Et le but c'est de faire des simulations de missions martiennes, ce qui se fait par la NASA ou l'ESA sur Mars et prochainement sur la Lune. C'est quelque chose que vous avez créé les 2? Alors pas seulement, on est 4 à avoir fondé le projet, on est une association d'à peu près une cinquantaine d'étudiants et on travaille sur ce robot sur notre temps libre. Et donc on est divisé en différents sous-systèmes, que ce soit la structure, l'électronique ou le software. Alors il a été testé, il est allé sur la Lune déjà Alors pas encore, mais pour l'instant il fait des compétitions internationales. Donc la dernière qu'il a faite c'est en Europe, en Pologne, et il a remporté quelques prix l'année dernière. Comment ça se passe ces compétitions? Il y a des simulations de terrain? C'est ça, alors là-bas il recrée un grand terrain d'à peu près 40 ou 50 x 50. Et donc il simule un environnement martien, donc il est un peu sablonneux, rocheux. Et donc il y a différentes tâches, une tâche de navigation autonome, une tâche de manipulation avec le bras et une tâche plutôt à visée scientifique où il faut faire des expériences, récupérer des échantillons du sol et les analyser à bord du rover. Et les astronautes s'y intéressent? Et la semaine dernière, oui, on a participé au Legends of Space ici à Sustec de l'EPFL. Et oui, beaucoup de visiteurs, c'était une super opportunité. Oui. Bon, bravo alors, merci. Merci. Martin Wetterli, bonjour. Vous êtes président ici depuis 2017. Alors on était passionnés aujourd'hui par les robots. Comment est-ce que se positionne l'EPFL par rapport à ce secteur? Alors la robotique est un des éléments clés dans la formation des ingénieurs à l'EPFL. C'est aussi un sujet très très populaire. Les ingénieurs adorent jouer avec les robots. Et les robots ont besoin des techniques fondamentales qu'on enseigne ici à nos ingénieurs. Alors, comment se passe la collaboration entre les étudiants, les chercheurs? Alors tous les étudiants de l'EPFL prennent des projets de semestre, des projets de master ou peut-être un stage en été. Et ils vont dans les laboratoires, ils travaillent avec les chercheurs, avec les professeurs sur des sujets d'intérêt actuel, par exemple dans la robotique ou avec les drones. Il y a certains projets éclos à l'extérieur, ils sont financés. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils sont sélectionnés? Est-ce que vous avez des startups sous la main?
Alors les startups se créent parce que quand il y a une bonne idée, qu'il y a un team qui veut sortir une technologie, ils prennent les choses en main. On a des programmes d'encouragement des startups, on les accompagne, il y a du mentorship et ça conduit à toute une série de startups. Par exemple, l'année passée, il y a eu 33 startups à l'EPFL. Est-ce qu'il y a quelque chose à annoncer, je ne sais pas, un projet incroyable qui va voir le jour, que vous pourriez nous révéler aujourd'hui ou quelque chose d'innovant que vous avez envie de partager avec nous? Alors, quelque chose que j'aimerais partager, c'est l'inauguration d'un nouveau bâtiment qui s'appelle le Discovery Learning Lab. Donc, c'est un espèce de laboratoire à ciel ouvert où les étudiants peuvent venir de façon complètement libre, réaliser leurs projets avec un peu d'aide de la part de chercheurs ou d'ingénieurs qui sont ici sur campus. Parfait. Merci beaucoup pour votre accueil et votre présence. Merci à vous. C'est ici que cette émission s'achève. J'espère que vous aurez du plaisir à découvrir tous ces robots. Peut-être ça vous aura donné des idées ou des envies. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la télé.